donc au tableau cette figure, ce schéma, où je me suis engagé avec vous la dernière fois dans l'articulation de ce qui est notre objet à savoir par l'angoisse je dis par son phénomène, mais aussi par la place que je vais vous apprendre à désigner comme étant la sienne, à approfondir la fonction de l'objet dans l'expérience analytique. Brièvement, je veux vous signaler que va bientôt paraître quelque chose que j'ai pris la peine de rédiger, d'une intervention, communication que j'ai faite il y a maintenant plus de 2 ans, c'était le 21 septembre 60, à une réunion hegelienne de Royaumont, sur lequel j'avais choisi de traiter le sujet suivant: subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien. Je signale à ceux qui sont déjà familiarisés avec mon enseignement qu'en somme, je pense qu'ils y trouveront toute satisfaction concernant les temps de construction et l'utilisation, le fonctionnement de ce que nous avons appelé ensemble le graphe. Ceci est publié à un centre qui est 173 boulevard Saint-Germain et qui se charge de publier tous ces travaux de Royaumont. Je pense que ce travail viendra bientôt au jour dans un volume qui comprendra également les autres interventions, qui ne sont pas toutes spécialement analytiques, qui ont été faites autour de cette réunion, je le répète, centrée sur l'hegelianisme. Ceci vient à sa place aujourd'hui, dans la mesure où subversion du sujet comme dialectique du désir, c'est ce qui encadre pour nous cette fonction de l'objet dans lequel nous allons maintenant avoir à nous avancer plus profondément. À cet égard, spécialement pour ceux qui viennent ici en novice, je ne pense pas que je puisse rencontrer d'aucune façon la réaction, je dois dire, fort antipathique, dont je me souviens encore, quelle fut celle qui accueillit ce travail, ainsi intitulé, je vous l'ai dit, au congrès de Royaumont,
de la part, à mon étonnement, de philosophes que je croyais plus endurcis à l'accueil de l'inhabituel, et qui assurément, dans quelque chose qui était justement fait pour remettre très profondément en question devant eux la fonction de l'objet du désir, nommément, aboutit de leur part à une impression que je ne peux pas qualifier autrement que comme ils l'ont qualifiée eux-mêmes, celle d'une sorte de cauchemar, voire d'élucubration sortie d'un certain diabolisme. Ce qu'il ne semble pas pourtant que tout dans une expérience que j'appellerais moderne, une expérience au niveau de ce qu'apporte de modifications profondes à l'appréhension de l'objet, l'ère, que je ne suis pas le premier à qualifier comme l'ère de la technique. Parce que déjà, ça ne doit pas nous apporter l'idée qu'un discours sur l'objet doit obligatoirement passer par des rapports complexes, pas qui ne nous en permettent l'accès qu'à travers une profonde chicane. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, ce module d'objet, si caractéristique de ce qui nous est donné, je parle dans l'expérience la plus externe, il ne s'agit pas d'expérience analytique, ce modèle d'objet qu'on appelle la pièce détachée. Que ce n'est pas quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête et qui apporte une dimension profondément nouvelle à toute interrogation noétique concernant notre rapport à l'objet. Car enfin, qu'est-ce que c'est qu'une pièce détachée? Quelle est sa subsistance en dehors de son emploi éventuel par rapport à un certain modèle qui est en fonction, mais qui peut aussi bien devenir désuet, n'être plus renouvelé, comme on dit, à la suite de quoi, que devient, quel sens a la pièce détachée? Pourquoi ce profil, un certain rapport énigmatique à l'objet, ne nous servirait-il pas aujourd'hui d'introduction, de rappel à ceci, que ce n'est pas vaine complication, que il n'y a ni à nous étonner, ni à nous raidire devant schéma tel que celui que je vous ai rappelé. Il était déjà introduit la dernière fois. Et il résulte que c'est à cette place à la place ou dans l'autre
au lieu de l'autre, authentifié par l'autre, le profil, une image seulement réfléchie, déjà problématique, voire fallacieuse de nous-mêmes, que c'est à une place qui se situe par rapport à cette image et qui se caractérise par un manque, par le fait que ce qui y est appelé ne saurait y apparaître, que profondément est orienté et polarisé la fonction de captation de cette image même, que le désir est là, non pas seulement voilé, mais essentiellement mis en rapport à une absence, à une possibilité d'apparition commandée d'une présence qui est ailleurs et commande ça. Plus près, mais là où elle est. Pour le sujet insaisissable. C'est-à-dire, ici, j'ai indiqué le petit âge de l'objet. De l'objet qui fait notre question, de l'objet dans la fonction qu'il remplit dans le fantasme. À la place où quelque chose peut apparaître, j'ai mis la dernière fois, et entre parenthèses, ce signe moins fit, vous indiquant qu'ici doit se profiler un rapport avec la réserve libidinale, avec ce quelque chose qui ne se projette pas, avec ce quelque chose qui ne s'investit pas au niveau de l'image spéculaire, pour la raison qu'il reste un vestige profondément irréductible au niveau du corps propre, au niveau du narcissisme primaire, au niveau de ce qu'on appelle auto-érotique, au niveau d'une jouissance ôtée, animant en somme, restant là pour animer éventuellement ce qui interviendra comme instrument dans le rapport à l'autre constitué à partir de cette image de mon semblable, à cet autre qui profilera sa forme et ses normes, l'image du corps dans sa fonction séductrice sur celui qui est le partenaire sexuel. Donc, vous voyez s'instituer ici un rapport ce qui, vous avez dit la dernière fois, peut venir se signaler à cette place, ici, désignée par le moins fi. C'est l'angoisse, et l'angoisse de castration. Dans son rapport à l'autre. La question de ce rapport à l'autre, c'est celle dans laquelle nous allons nous avancer aujourd'hui. Disons tout de suite
que, comme vous le voyez, je vais droit au point nodal. Tout ce que nous savons sur cette structure du sujet, sur cette dialectique du désir qui est celle où nous avons à articuler, nous analystes, quelque chose d'absolument nouveau, original. Nous l'avons appris. Par quoi? Par quelle voie? Par la voie de l'expérience du névrosé. Et qu'est-ce que nous a dit Freud? C'est que le dernier terme où il soit arrivé en élaborant cette expérience, le terme sur lequel il nous indique qu'est à lui son point d'arrivée, sa butée, le terme pour lui indépassable, c'est l'angoisse de castration. Qu'est-ce à dire? Ce terme est-il indépassable? Que signifie cet arrêt de la dialectique analytique sur l'angoisse de castration? Est-ce que vous ne voyez pas déjà dans le seul usage, schématisme que j'emploie, se dessiner la voie où j'entends vous conduire? Elle part d'une meilleure articulation de ce fait de l'expérience désignée par Freud dans la butée du névrosé sur l'angoisse de castration. L'ouverture que je vous propose consiste en ceci, que la dialectique qu'ici je vous démontre permet d'articuler. C'est que ce n'est point l'angoisse de castration en elle-même qui constitue l'impasse dernière du névrosé. Car la forme de la castration en elle-même, la castration dans sa structure imaginaire, elle est déjà ici. Elle est faite dans l'approche de l'image
libidinalisée du semblable. Elle est faite au niveau de la cassure. Qui se produit à quelque temps d'un certain dramatisme imaginaire. Et c'est ce qui fait, cela on le sait, l'importance des accidents de la scène qu'on appelle pour cela traumatique. Il y a toutes sortes de variations, d'anomalies possibles dans cette cassure imaginaire qui, déjà, indique quelque chose dans le matériel utilisable. Pourquoi? Pour une autre fonction qui, elle, donne son plein sens au terme de castration. Ce devant quoi le névrosé recule. Ce n'est pas devant la castration. C'est de faire de sa castration ce qui manque à l'autre grand A. C'est de faire de sa castration quelque chose de positif qui est la garantie de cette fonction de l'autre. Cet autre qui se dérobe dans le renvoi indéfini des significations. Cet autre où le sujet ne se voit plus que destin, mais destin qui n'a pas de terme. Destin qui se perd dans l'océan des histoires. Et qu'est-ce que les histoires, sinon une immense fiction? Qu'est-ce qui peut assurer un rapport du sujet à cet univers des significations? Sinon que quelque part il y ait jouissance ceci, il ne peut l'assurer qu'au moyen d'un signifiant. Ce signifiant manque forcément. C'est l'appoint à cette place manquante que le sujet est appelé à faire par
signe que nous appelons de sa propre castration. Vouer sa castration à cette garantie de l'autre, c'est là ce devant quoi le névrosé s'arrête. Il s'y arrête pour une raison en quelque sorte interne à l'analyse. C'est que c'est l'analyse qui l'amène à ce rendez-vous. La castration n'est en fin de compte rien d'autre que le moment de l'interprétation de la castration. J'ai peut-être été plus vite que je n'avais l'intention de le faire moi-même dans mon discours de ce matin. Aussi bien, veuillez-vous là indiquer, peut-être il y a possibilité de passage. Mais bien sûr, nous ne pouvons cette possibilité l'explorer qu'à revenir en arrière, à cette place même où la castration imaginaire fonctionne. Comme je viens de vous l'indiquer, pour constituer, à proprement parler, dans son plein droit, ce qu'on appelle le complexe de castration. C'est donc au niveau de la mise en question de ce complexe de castration que toute notre exploration concrète de l'angoisse cette année va nous permettre d'étudier ces passages possibles. Le passage est possible. D'autant plus possible qu'il est déjà dans maintes occasions franchies. Et c'est l'étude de la phénoménologie de l'angoisse qui va nous permettre de dire comment et pourquoi. L'angoisse que nous prenons dans sa définition a minima, comme signal. Définition qui pourrait être au terme du progrès de la pensée de Freud, n'est pas ce qu'on croit, à savoir le résultat d'un abandon des premières positions de Freud, qui en faisait le fruit de métabolisme énergétique, ni d'un abandon, ni même d'une conquête nouvelle. Car il y a déjà, au moment où Freud faisait de l'angoisse la transformation de la libido, l'indication qu'elle pouvait fonctionner en signal.
Ceci sera facile de vous le montrer au passage, en nous référant au texte. J'ai trop à faire, à soulever cette année avec vous concernant l'angoisse. Pour stagner trop longtemps au niveau de ces explications de texte. L'angoisse vous est liée à tout ce qui peut apparaître à cette place. Et ce qui nous l'assure, c'est un phénomène. Donc, c'est parce qu'on y a accordé trop peu d'attention qu'on n'est pas arrivé à une formulation satisfaisante, unitaire, de toutes les fonctions de l'angoisse dans le champ de notre expérience. Ce phénomène, c'est l'unheimlich. Je vous ai prié de vous reporter au texte de Freud la dernière fois. Ceci pour les mêmes raisons. Parce que je n'ai pas le temps de révéler avec vous ce texte. Beaucoup d'entre vous, je le sais, s'y sont tout de suite portés. Donc, je les remercie. La première chose qui vous y sautera aux yeux, même à une lecture superficielle, c'est l'importance qui donne Freud à une analyse linguistique. Si ce n'était pas éclatant partout, ce texte suffirait à lui seul à justifier la prévalence que dans mon commentaire de Freud je donne aux fonctions du signifiant. La chose qui vous sautera deuxièmement aux yeux quand vous lirez ce par quoi Freud introduit la notion d'unheimlich, l'exploration des dictionnaires concernant ce terme, ce mot, c'est que la définition de l'heimlich, c'est d'être heimlich. C'est ce qui est au point du heim, qui est unheim. Et puis, comme il n'a que faire de nous expliquer pourquoi c'est comme ça, parce qu'il est très évident, à lire simplement les dictionnaires que c'est comme ça, eh bien, il ne s'y arrête pas plus. Il est comme moi aujourd'hui, il faut qu'il avance. Eh bien, pour notre convention, pour la clarté de notre langage, pour la suite, cette place-là, désignée la dernière fois, nous allons l'appeler de son nom. C'est ça qui s'appelle Heim. Si vous voulez, disons que si ce mot a un sens dans l'expérience humaine, c'est là la maison de l'homme. Donnez à ce mot maison toutes les résonances que vous voudrez, y compris
astrologique. L'homme trouve sa maison en un point, situé dans l'autre. Au-delà de l'image dont nous sommes faits. Et cette place représente l'absence où nous sommes. À supposer ce qui arrive qu'elle se révèle pour ce qu'elle est. La présence ailleurs qui fait cette place comme absence. Alors, elle est la reine du jeu. Elle s'empare de l'image qui la supporte. L'image spéculaire devient l'image du double. Avec ce qu'elle apporte d'étrangeté radicale, et pour employer des termes qui prennent leur signification de s'opposer aux termes hegeliens, en nous faisant apparaître comme objet, de nous révéler la non-autonomie du sujet. Tout ce que Freud a repéré comme exemple dans les textes hoffmanniens, qui sont au cœur d'une telle expérience, l'homme de sable, et son atroce histoire, laquelle on voit un sujet rebondir de captation en captation devant cette forme d'image qui, à proprement parler, matérialise. Schéma ultra réduit qu'ici je vous en donne. Mais la poupée dont il s'agit, que le héros du conte guette derrière la fenêtre, sorcier qui autour d'elle trafique je ne sais quelle opération magique. C'est profondément cette image dans l'opération de la compléter par ce qui en est dans la forme même du conte absolument distingué,
savoir l'œil. Et l'œil dont il s'agit ne peut être que celui du héros du conte. Le thème de ce qu'on veut lui ravir cet œil est ce qui donne le fil explicatif de tout le conte. Il est significatif d'un je ne sais quel embarras lié au fait que c'était la première fois que le soc entrait dans cette ligne révélation de la structure subjective que Freud nous donne en quelque sorte cette référence en vrac. Il nous dit lisez les élixirs du diable. Je ne peux même pas vous dire à quel point c'est complet, à quel point il y a toutes les formes possibles du même mécanisme où il s'explicite toutes les incidences où peuvent se produire cette fonction, peut se produire cette fonction unheimlich. Manifestement, il ne s'y avance pas comme en quelque sorte débordé par la luxuriance, effectivement, que présente ce court et petit roman, dont il n'est pas tellement facile de se procurer en exemplaire, encore que par la bonté de toujours je ne sais qui des personnes présentes, je me trouve en avoir trouvé un et je vous en remercie. J'en remercie la personne en question sur ce pupitre, car en effet, il est bien utile d'en avoir à sa disposition plus d'un exemplaire. En ce point, Heim ne se manifeste pas simplement ce que vous savez depuis toujours, à savoir que le désir se révèle comme désir de l'autre, ici désir dans l'autre. Mais je dirais que mon désir entre dans l'antre où il est attendu de toute éternité, sous la forme de l'objet que je suis, en tant qu'il m'exile de ma subjectivité, en résolvant par lui-même tous les signifiants à quoi cette subjectivité est attachée. Bien sûr, ça n'arrive pas tous les jours. Et peut-être même que ça n'arrive que dans les contes d'Hoffmann. Dans les élixirs du diable, c'est tout à fait clair. À chaque détour de cette longue et si tortueuse vérité, on conçoit la note que donne Freud. Il laisse entendre que quelque peu l'on s'y perd, et même se s'y perdre fait partie de la fonction du labyrinthe qu'il s'agit d'animer. Mais il est clair que pour prendre chacun de ces détours, le sujet n'accède à son désir qu'à se substituer toujours à un de ses propres doubles. Ce n'est pas pour rien que
Freud insiste sur la dimension essentielle que donne à notre expérience de Unheimlich le champ de la fiction. Dans la réalité, elle est trop fugitive. Et la fiction la démontre bien mieux, la produit même d'une façon plus stable, parce que mieux articulée. C'est une sorte de point idéal, mais combien précieux pour nous, puisque à partir de ce point, nous allons pouvoir voir la fonction du fantasme. Cette possibilité, articulée jusqu'au ressassement dans une œuvre comme des élixirs du diable, mais repérable dans tant d'autres, effet majeur de la fiction. Cet effet, dans le courant efficace de l'existence, nous pouvons dire que c'est lui qui reste à l'état de fantasme. Et le fantasme pris ainsi, qu'est-ce que c'est sinon ce dont nous étions un peu à une Wunsch, et même, comme tous les vœux, assez naïf, pour l'exprimer un peu humoristiquement, je dirais que est-ce barré désir de petit A, formule du fantasme, ça peut se traduire dans cette perspective. Que l'autre s'évanouisse, se pâme, dirais-je, devant cet objet que je suis, déduction faite de ce que je me vois. Alors là, parce qu'il faut bien que je pose des choses d'une façon comme ça, apodictique, et puis après vous verrez comment ça fonctionne. Je vous dirai tout de suite, pour éclairer ma lanterne. C'est les deux façons dont j'ai écrit les rapports du S barré avec le petit a, en le situant différemment par rapport à la fonction réflexive du grand A, par rapport au miroir grand A. Ces deux façons correspondent exactement à la façon, à la répartition des termes du fantasme chez le pervers et chez le névrosé. Chez le pervers, les choses sont, si je puis dire, pour m'exprimer grossièrement, me faire entendre, à leur place. Le petit a est là où il est, là où le sujet ne peut pas le voir, comme vous le savez. Et le grand S est à sa place. Pourquoi l'on peut dire
que le sujet pervers, tout en restant inconscient de la façon dont ça fonctionne, s'offre loyalement, lui, à la jouissance de l'autre. Seulement, nous n'en aurions jamais rien su s'il n'y avait pas les névrosés. Pour qui le fantasme n'a absolument pas le même fonctionnement de sorte que c'est à la fois lui qui vous le révèle dans sa structure, à cause de ce qu'il en fait. Mais avec ce qu'il en fait, par ce qu'il en fait, il vous couillonne, comme il couillonne tout le monde. Car comme je vais vous l'expliquer, il se sert de ce fantasme à des fins bien particulières. C'est ce que j'ai déjà exprimé devant vous d'autres fois, en disant que ce qu'on a cru percevoir comme étant sous la névrose perversion, c'est simplement ceci que je suis en train de vous expliquer. À savoir un fantasme tout entier situé au lieu de l'autre. L'appui pris sur quelque chose qui, si on le rencontre, va se présenter, en effet, comme perversion. Les névrosés ont des fantasmes pervers, et c'est bien pourquoi les analystes se cassent la tête depuis fort longtemps à interroger qu'est-ce que ça veut dire. On voit tout de même bien que c'est pas la même chose, que ça ne fonctionne pas de la même façon. D'où la confusion s'engendre et les questions qui se multiplient sur le fait de savoir, par exemple, si une perversion est bien vraiment une perversion, c'est-à-dire si par hasard elle ne fonctionne pas comme fonctionne le fantasme chez le névrosé. Question qui redouble celle-ci, c'est à savoir à quoi le fantasme pervers peut bien servir au névrosé. Car il y a tout de même une chose qu'à partir de la position, de la fonction que je viens devant vous de dresser le fantasme, il faut bien commencer par dire. C'est que ce fantasme dont le névrosé se sert, qu'il organise, au moment où il en use,